Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Je souhaitais donc continuer à développer un petit peu cette partie concernant la sagesse bouddhiste et les circuits de conscience et on va dire la psychologie de façon générale parce que de toute façon, c'est ça aussi qu'il faut repréciser, que je repréciserai à chaque fois si besoin. En fait, dans le bouddhisme, il va de soi qu'il y a des notions de psychologie. Nous, ce qu'on appelle psychologie en Occident, c'est cette discipline qu'on a créée, en fait, et qui comporte de différents aspects, qui s'est consacrée notamment à différents domaines. Voilà, mais dans la globalité, le bouddhisme s'intéresse aux phénomènes psychiques, entre guillemets, c'est-à-dire aux états mentaux, aux émotions, au fonctionnement du mental, au fonctionnement de la pensée au sens large, etc., etc. Donc c'est à la fois une démarche sur le fond qu'on peut dire psychologique, c'est-à-dire psychologos, donc d'étude de la psyché, mais également philosophique, dans le sens philosophos, c'est-à-dire amour de la sagesse, celui ou celle qui va vers la sagesse, en fait, qui est dans une démarche de recherche, d'accomplissement et de voie. Et quand on regarde donc de nouveau l'octuple sentier, donc la quatrième noble vérité Maga, eh bien, on a clairement une démarche philosophique et introspective, et tournée vers des éléments concrets. Par rapport à tout ça, je voulais revenir sur la notion qui, pour nous, occidentaux, est, je pense, assez compliquée, pour différentes raisons, qui est la notion de vacuité, en lien plus ou moins direct avec la doctrine du non-soi, c'est-à-dire anatta. Voilà. Et pourquoi c'est compliqué pour nous occidentaux de- d'être en contact avec cette notion de vacuité ou de vide, en fait? Parce que tout simplement, on n'est pas du tout habitué à ça. On n'est pas du tout habitué à ça. Vous savez, Carl Gustav Jung, il disait que, effectivement, nous occidentaux, on a passé beaucoup de temps à développer notre savoir technique, notre science, science médicale notamment, bien entendu, et, euh, et notre technologie. Bon, c'est vrai qu'on a apporté ça dans beaucoup de pays à travers le monde, et notamment en Orient. Après, je simplifie, hein. Je sais qu'il y a eu des échanges auparavant sur différents aspects. Bon, bref. Mais en tout cas, je parle de l'époque plus ou moins moderne où, effectivement, nous, en Occident, c'est quand même plus focalisé sur le côté matériel, entre guillemets, et on a développé tout ce que vous connaissez, dont notamment Internet et d'autres outils merveilleux. Mais donc en fait, selon Jung, on était vraiment dans une démarche, enfin on est vraiment un peuple de base très extraverti dans le sens où notre psychisme est tourné vers le monde extérieur, donc le monde de la matière. Et il disait, mais pourquoi on a un intérêt si fort pour les spiritualités orientales? Parce que eux, ils ont passé beaucoup plus de temps à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, en fait, dans leur intériorité. Ils sont plus, il y a plus cette démarche introspective et introvertie, en fait. Et introverti, c'est pas en termes de comportement là dont je parle, hein, c'est vraiment en termes d'orientation de l'énergie psychique. C'est la façon dont il faisait un petit peu cette comparaison. Et la raison, euh, la, 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 la conséquence de ça, c'est qu'en fait, nous, on a développé beaucoup de choses en termes techniques et technologiques. Et eux, en fait, et même aussi en termes de... Voilà, on s'est beaucoup étendu. Bon, voilà, je vais pas faire toute l'histoire, mais... Et eux, et dans ces cultures-là, il y a un focus qui était beaucoup plus fort sur la spiritualité. Et donc un intérêt moindre à, entre guillemets, s'étendre dans sur Terre, en fait, dans l'aspect matériel des choses. C'est intéressant comme comparaison quand même, hein. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que, comme disait Carl Gustav Jung, parce que je rappelle quand même que c'est lui hein, qui a... bah, c'est notamment lui qui a beaucoup fait connaître hein, le viking, la, 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 la,
le taoïsme, l'hindouisme, voilà. Il a commencé vraiment à étudier ça et à le faire venir chez nous, quoi. À l'époque, à son époque, il n'y avait pas beaucoup de traductions, en fait, qui existaient. Bon. Et il disait donc que selon lui, en fait, nous, en Occident, on a beaucoup développé la science technique et la technologie et un certain savoir scientifique, mais en fait, par rapport à l'inconscient, enfin, par rapport à ce qui se passe en nous, donc oui, à l'inconscient et au niveau psychologique, et donc aussi spiritualité, ben en fait, on n'a pas énormément évolué. Et là, je sais que ça peut faire mal ce que je dis, mais quelque part, pourquoi on s'intéresse autant au bouddhisme? Pourquoi on s'intéresse autant à l'hindouisme ou au taoïsme? Ben, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie recherche introspective derrière, en fait. Donc il y a une vraie dimension psychologique qui est forte et qui nous parle, en fait, en termes de symbolisme, en termes de transcendance et de comment dire, même d'un point de vue intellectuel, il y a quand même une approche intuitive derrière qui est forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où, justement, bah, du coup, en fait, on a plus à apprendre d'eux à ce niveau-là que eux de nous, en fait. Donc, par rapport à la vacuité, en fait, nous, vu que c'est quelque chose de tellement nouveau et qu'on a tellement pendant des siècles, d'accord, pour ne pas dire des millénaires, quoi, été imbibé, entre guillemets, par certaines formes de croyances, d'accord, dans laquelle beaucoup de gens sont sortis aujourd'hui, mais qui peut laisser des traces, en fait, et qui peut, du coup, influencer parfois notre façon de percevoir les choses. Et par rapport à ça, je veux dire que nous, on n'est pas du tout habitués à cette notion de vacuité, cette notion de vide, en fait. Et ça nous perturbe. Quand le Bouddha dit qu'il n'y a pas d'âme, entre guillemets, donc la doctrine du non-soi, anatta, ça nous perturbe. Parce qu'on n'a pas encore exploré, entre guillemets, je vais parler en termes de circuit, on n'a pas encore activé, plutôt on n'a pas encore fait circuit notre conscience dans ces circuits non matériels, on n'a pas expérimenté les changements d'état de conscience, la méditation vipassana avec le vide mental, vous voyez, pour, entre guillemets, être préparé psychologiquement à l'expérience de la vacuité. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. C'est une expérience, comme il dit Bouddha. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est face à quelque chose qui est troublant, qui est vide, et enfin, je veux dire, qui nous angoisse, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va déclencher des angoisses. Hein. Ça déclenche, ça fait peur, en fait. Ça fait peur, il y a plein de questions qui vont venir à la surface de beaucoup de gens. Mais du coup, j'existe pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, quoi. Eh bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle des projections psychologiques. Et après, pourquoi pas des projections mentales. Il va y avoir un phénomène de compensation intérieure au niveau de la psyché pour combler le manque. Parce qu'en fait, quelque part, la dimension dont il parle, elle est au-delà en fait de ce qu'on peut expérimenter dans la psychologie et dans notre façon d'appréhender la spiritualité au sens large aujourd'hui. En tout cas, en Occident, bien entendu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, ce phénomène très perturbant de vacuité, de vide, bien, va être compensé par autre chose. Et c'est comme ça que on a eu des notions qui ont commencé à naître à travers la théosophie de Blavatsky dans les milieux du 19e. Donc ça remonte un petit peu, mais c'est pas si vieux que ça non plus hein, par rapport à l'histoire du bouddhisme. Hein. Le bouddhisme, c'est plus de 2000 ans. Bon. Et où en fait, quelque part, on retrouve des choses qui font écho clairement à notre tradition spirituelle en Occident. Notamment cette idée ils attendaient la venue d'un avatar, d'un nouvel avatar de Jésus-Christ, des choses comme ça. Et également aussi, encore une fois, cette idée le matériau fondamental de l'univers, c'est l'amour universel, ou la lumière avec un grand L. Ça, l'amour universel et la lumière,
avec un grand L, donc comme énergie fondatrice fondamentale, est complètement absente de toutes ces traditions, hein. Enfin, à ce niveau-là. Il y a des états de conscience dans lesquels on peut passer, notamment quand on fait de la méditation, et on peut expérimenter des choses, on peut expérimenter des états de bien-être, une forme de béatitude, voire par exemple aussi de la lumière. Ça arrive, bah, déjà parce que ça fait du bien de méditer, on se sent bien. Et il y a des changements au niveau de notre, peut-être de l'énergie qui circule dans nos circuits, on va dire ça comme ça. Et ça déclenche des phénomènes au niveau psychique, en fait. Mais eux, les bouddhistes vont dire, mais ça, il faut pas se focaliser dessus, ce sont des projections mentales. Il faut que tu continues à méditer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense, hypothèse, attention, je précise, que derrière ce phénomène de recherche, d'énergie, comment dire, d'amour universel ou de lumière, il y a un fond culturel spirituel chez nous, en fait. Voilà. Hein, on retrouve exactement ça aussi avec cette notion de bas astral et de haut astral. Donc on a clairement l'impression de faire l'analogie en voyant le bas astral comme étant, entre guillemets, les enfers, et le haut astral, les énergies angéliques et le royaume divin, en fait. Voilà. Bon, clairement, c'est ça. Ça n'existe pas dans les autres traditions, en fait. Il y a au contraire cette notion de rééquilibrer entre les énergies du bas et les énergies du haut, qu'on retrouve dans le taoïsme, donc entre la terre et le ciel. Et il y a effectivement, il y a cette histoire d'illusion qu'il peut y avoir dans la réalité. Je veux dire, voilà, il y a des obstacles, entre guillemets. Voilà. Mais ces obstacles sont pas. Il n'y a pas de notion de vibration en termes de ils sont en bas ou ils sont en haut. Non, non, ils sont partout, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, voilà, moi je pense que des gens qui ont expérimenté des choses fortes et qui ont du coup là et sont, comment dire, ont interprété ça comme étant de l'amour universel, je me demande aussi si quelque part ils n'ont pas vécu ce que Jung appelait une expérience lumineuse, c'est-à-dire que lorsque le moi conscient expérimente ou rentre en contact avec un archétype ou une représentation archétypale forte de l'inconscient collectif de l'humanité, c'est donc une expérience qu'on pourrait dire quasi mystique, en fait. Dans le sens où c'est une expérience qui prend à travers le corps. Vous voyez? Et du coup, on peut clairement avoir l'impression d'avoir été, je vais dire d'autres termes, mais en contact avec une divinité, quoi, presque, dans un certain sens. Et bien justement, ça peut expliquer ces phénomènes-là. Et d'autant plus qu'on vit dans une société où on a besoin de retrouver un contact avec la mer, donc la mer, la terre, ce qui est nourricier, ce qui est protecteur, ce qui enveloppe. Et là, je pense notamment à tout ce phénomène autour de Hama, en Inde, voilà, où clairement des millions de gens vont la voir pour qu'elle puisse leur faire, pour qu'elle puisse les enlacer, quoi. Voilà, donc psychologiquement parlant, on peut voir ça comme étant une recherche de retrouver un contact avec l'énergie archétypale de la mer, en fait. Ce qui se passe autour de Hama, je trouve ça à la fois c'est très beau, c'est très poétique, et puis bon, ça part d'une bonne intention, bien entendu, voilà. Après, je peux pas dire est-ce qu'elle a vraiment été, je sais pas quel était le déclencheur derrière tout ça, un contact, une illumination, peu importe. Mais sur le fond, je pense que les gens qui y vont, ils sont dans une démarche qui fait complètement sens du point de vue psychologie des profondeurs, c'est-à-dire du fait de vouloir retrouver contact avec l'énergie, cet archétype de la mer, en fait. Donc à la fois, je trouve que c'est beau et c'est poétique, à la fois, je trouve ça un petit peu triste, voire presque un peu... presque... ouais, presque... Excusez-moi, je vais t'employer des termes peut-être un petit peu dur, mais un peu dramatique dans un certain sens, quoi. Parce que je me dis, mais il y a un besoin, en fait. Et s'il y a un besoin, c'est que justement, il y a besoin de rééquilibrer ça. Vous voyez?
Donc bien entendu, quand je dis ça, je dis ça avec toute la bienveillance possible. Et, et si les gens y retrouvent voilà, si c'est agréable et que vous avez besoin de ça, eh ben, très bien. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je fais une analogie entre cette tendance à vouloir euh, se focaliser sur l'amour entre guillemets universel, ok, comme matériau fondamental, comme énergie guérisseuse et tout, et les notions archétypales au niveau de l'archétype de la mer. Voilà. Il y a un côté un petit peu divin derrière ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté un peu divin, le côté un peu divin, le côté un peu magique, à travers c'est l'expression de cette énergie. Là, on est clairement dans une dimension propre à la psychologie des profondeurs, quoi, je veux dire. Donc à une forme de transformation intérieure. Alors, bien entendu, ça peut faire sens, ça peut nous aider, mais c'est encore qu'une étape sur le chemin. Et du coup, c'est pas non plus une nécessité, en fait. C'est-à-dire que bah, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Qu'il y ait des gens qui se sentent... qui ont besoin, effectivement, de se sentir entourés de ça et protégés, et de se retrouver ensemble, et voilà, de se tenir par la main et tout. Mais bon, ben ok, je veux dire, je comprends, il y a... Voilà, il y a un côté humain derrière, il y a un côté très touchant derrière ça. Mais sur le fond, il faut pas non plus généraliser ça comme étant l'expérience entre guillemets ultime en fait, parce qu'il n'est jamais, il n'est pas question de ça en fait dans les traditions spirituelles. Tout ça est moi aussi, je pense, corrélé avec des problématiques propres à nous occidentaux en fait, parce que on est dans un état de souffrance permanent dans cette société. En plus, beaucoup de gens ont du mal à trouver des solutions à leurs problématiques. Je veux dire, on est vraiment un peu perdu quoi, dans tout ça. Et ça, je le comprends tout à fait. Et donc, en fait, on va effectivement essayer de trouver ce qui va nous permettre de nous soulager, en fait. Ok, voilà. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est du soulagement. Le fait de penser qu'il y a une énergie de lumière ou une énergie d'amour universel, pour moi, en fait, je vais vous dire, c'est une forme de soulagement psychologique. Ça peut faire sens. Je dis pas que c'est complètement faux non plus, attention. Il y a peut-être une part de réalité, mais de l'appeler amour universel avec un grand A et un grand U, ça ne marche pas en fait. C'est pas cohérent, c'est pas logique, et surtout ça n'existe pas. Et ça peut nous amener aussi dans des formes d'impasse en fait par rapport à tout ça. Et surtout, en fait, fondamentalement parlant, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça, c'est. Je pense qu'en fait, pour moi, ce phénomène existe par compensation d'un besoin et d'un déséquilibre qui existe en nous, dans notre psychologie occidentale, en fait. Du fait qu'on n'a pas de repères suffisamment holistiques et globaux par rapport à la psychologie et la spiritualité jusqu'à présent, notamment grâce à Jung. Mais en plus, et ce qui est dommage, c'est qu'on n'utilise pas vraiment encore les... Enfin, je veux dire, pourquoi ces gens qui s'intéressent à tout ça s'intéressent pas non plus aussi à ce qu'a fait, par exemple, Carl Gustav Jung au niveau de la psychologie et de l'approche de la spiritualité? Parce que Jung, il a expérimenté ça aussi, hein, il en parle dans son livre Rougein. Il a eu des expériences très, très perturbantes pour lui, hein, très traumatisantes même parfois, hein, avec ce qu'il appelait le contenu de son inconscient. Donc pour lui, il y a complètement une forme de réalité derrière tout ça. Et je suis pas en train de dire que c'est complètement faux. Je dis juste que sur le fond, il faut faire attention à ne pas généraliser. Et que cette expérience de vacuité propre qu'on retrouve dans les grandes traditions, que ce soit dans le taoïsme ou dans le bouddhisme, ça nous perturbe, nous occidentaux, parce qu'on n'est pas habitués à ça, en fait. C'est trop nouveau pour nous, c'est trop frais pour nous, en fait. On est encore des bébés, encore jeunes au niveau spirituel par rapport à ça. On n'a même pas encore trouvé, pour moi, de juste milieu. Et pourtant, on pourrait, en faisant des ponts entre ce que nous apporte la psychologie ou les sciences, et c'est ce qui se passe aussi un petit peu avec la physique quantique, hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de naître, vous voyez, de tout ça, quoi. Et ça, c'est super chouette. Mais attention aux simplifications et du coup aux glissements et aux dérives que ça peut nous entraîner de faire, surtout de nous amener dans une forme d'impasse, en fait. Voilà. Et, euh, et du coup, par rapport à ces notions-là, eh bien,
il faut surtout se poser les bonnes questions, en fait, par rapport à cette idée de vacuité. C'est du coup, qu'est-ce que le fait de le fait qu'on vous dise effectivement qu'il y a cette vacuité, il y a ce vide, pourquoi ça ferait peur, pourquoi ça angoisse? Voilà. En plus, quelque part, le vide, c'est pas vraiment du vide, quoi. Voilà. Mais bon, on peut pas, vu qu'on peut pas, c'est ineffable à notre intellect, quoi. C'est inatteignable, donc c'est très difficile de le déterminer. C'est pour ça qu'il faut d'abord passer par le rééquilibrage de des circuits, je vais dire ça comme ça, pour refaire un parallèle avec le modèle du circuit de conscience, et effectivement se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour après continuer ce chemin. Mais faut pas vouloir griller des étapes et vouloir aller trop vite, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi aujourd'hui. Hein, du coup, voilà, on va être tenté de se dire, tiens, en faisant ça, j'irai aller plus vite et je vais atteindre l'éveil. Mais quelque part, il n'y a pas de atteindre l'éveil, en fait. Le Bouddha, il parle jamais de ça, hein. Il n'y a pas de atteindre vraiment. Il y a de créer des conditions pour. Et créer des conditions pour, ça passe aussi par faire face à des choses en nous qui peuvent nous perturber, nous déranger. Et trouver une solution qui est séduisante et qui nous réconforte, quoi, parce que du coup, elle serait la panacée universelle et elle serait totalement transformatrice. Eh bien, pour moi, il faut se poser des questions sur son bien fondé. Est-ce que d'où ça vient, voilà. Pourquoi on parle de ça? Surtout, est-ce que ça fait sens au niveau de la structure de l'univers dans lequel on est? Encore une fois, non. Il n'y a pas d'amour universel. Ça n'existe pas, hein. Et là, donc, effectivement, je vais peut-être un petit peu trop être affirmatif, donc je m'en excuse par avance, mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on le voit, ce mot, il ressort à toutes les sauces. Bon, il n'y a pas d'amour universel. L'amour, c'est un état de relation entre deux individus, en fait, où on verra une chose. Bah, on peut bien entendu aimer quelqu'un, notamment dans les 4 yogas fondamentaux décrits dans la Bhagavad Gita, donc un des textes fondateurs de l'hindouisme. Il y a la notion de bhakti, donc d'amour, mais d'amour du principe de ce qu'on peut appeler la source mère, Alain Gourbon l'appelait la source mère, ou la source, ou qui se manifeste par la vie, l'énergie et la conscience, et donc après il y a la matière qui en découle, mais il n'y a pas de notion d'amour derrière, qui vient de la source. C'est nous, en fait, qui projetons de l'amour envers elle, en fait. Vous voyez la différence? Donc là, l'idée de prêter qu'il y a un amour universel, c'est personnifier, donc créer une projection psychologique dans l'univers, en fait. Voilà. C'est imaginer que l'univers soit une personne et des émotions. Voilà, donc c'est vrai que du coup, dans un premier temps, il faut effectivement, je pense pour moi, on a besoin de repartir sur des bonnes bases, en fait. Voilà, je pense que c'est clair. Qu'on soit d'accord avec moi, je veux dire, sur le fait d'étudier ou pas des textes de Carl Gustav Jung, parce que j'en parle souvent, bien entendu. Il n'y a pas de souci, ok. Il y a des choses qui résonnent en moi qui vont peut-être pas résonner en vous. On est tous différents. Mais sur le fond, moi, je pense qu'on a besoin vraiment de repartir sur de nouvelles bases par rapport à tout ça et d'étudier ces textes anciens et surtout de ne pas avoir la prétention d'avoir des révélations, quoi, je veux dire. Parce que et d'avoir cette mission entre guillemets d'éveil planétaire par rapport à tout ça, quoi. Parce que faut plutôt rester dans l'humilité de se dire on est en phase d'apprentissage. Et pour nous, tout ça est encore très nouveau, en fait. Voilà, alors après, de là à dire effectivement qu'il faudrait devenir bouddhiste, non, non, je pense pas du tout à ça, bien au contraire. Je pense qu'il faut pas devenir bouddhiste, faut pas forcément se coller des étiquettes, en fait. Par contre, on peut étudier des textes, on peut étudier la philosophie, on peut appliquer des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont profondément intéressantes. Exactement comme eux, ils avaient leur médecine traditionnelle et ils ont récupéré et bien sûr incorporé des éléments de notre médecine moderne. De même avec la technologie. Ben nous, on devrait faire pareil. Et c'est ce qu'on fait en fait. On incorpore des choses de leur façon de penser, de l'exploration, de,
de tout ce temps d'exploration qu'ils ont passé à comprendre comment fonctionnent les états mentaux et les différentes étapes auxquelles on peut arriver, et surtout les différents pièges dans lesquels on peut tomber. Voilà. Parce que pour moi, tout ça, tout ce mouvement New Age en globalité, il n'y a pas que ça, mais c'est truffé de pièges. Voilà, truffé de pièges qui nous amènent dans des impasses, tout simplement. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue, bien entendu encore une fois, mais c'est vrai que c'est quand même problématique sur le fond. Et je pense que nombre de personnes qui vont suivre certaines démarches, voilà, et s'intéresser à tout ça, devraient plutôt effectivement avoir d'autres approches, je pense. Parce que ça pourrait effectivement, tout en combinant les choses, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, et je vous dis parce que j'ai expérimenté à travers le chamanisme, j'en ai vu le potentiel, j'en ai vu également les limites. Donc, de même avec l'énergétique, avec le Reiki, parce que, ah oui, le Reiki, c'est ça, le Reiki, c'était là, on avait toutes les conditions pour le glissement New Age, ouais, vraiment, complètement. Hein, et avec cette idée que le Reiki, donc l'énergie universelle, serait forcément lumineuse. Moi j'ai vu comme étant lumineuse, hein. Elle est transcendantale, elle n'est pas polarisée, mais elle n'est pas particulièrement lumineuse. On a l'impression que, mais sur le fond, non. Donc voilà, donc après, c'est des questions vraiment de réflexion de fond, hein, et il faut passer par l'expérience. Mais en tout cas, pour revenir à cette idée de vacuité, de non-soi et de vide, en fait, oui, il y a un aspect qui nous perturbe, qui est angoissant, qui est compliqué. Moi, je pense qu'en fait, il faut consolider les bases, garder ça comme une hypothèse probable, mais vraiment consolider les bases, continuer à travailler sur notre terrain et favoriser les conditions pour que la compréhension vienne, en fait. Mais une compréhension qui soit basée sur une démarche qui soit le plus en accord possible avec ce qu'on est, en fait. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile. Mais c'est toute la difficulté et tout la complexité de suivre cette voie, quoi. Comme le disait Bouddha, Dukkha, il y a une partie souffrance, une partie un peu difficile, oui, mais moi, en tout cas, je me rends compte que dans ma vie, c'est les moments où j'étais le plus dans des situations inconfortables que j'ai appris des choses. Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument être dans des situations confortables. Mais bon, grande question. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.